Bienvenue à nouveau. Nous avons aujourd'hui le privilège d'accueillir l'ambassadeur Chas Freeman. En plus d'avoir été diplomate et secrétaire adjoint à la Défense, il a également été ambassadeur des États-Unis en Arabie Saoudite. J'espère donc que vous pourrez partager avec nous quelques-unes de vos réflexions sur ce qui se passe actuellement dans cette région du monde. Eh bien, je ne sais pas si j'ai beaucoup d'analyses à apporter. Je pense qu'il est assez évident de voir ce qui se passe, à savoir qu'Israël se prépare à affronter à nouveau l'Iran dans le but d'étendre son hégémonie au-delà du Levant, à l'ensemble de l'Asie occidentale. Je remarque que le Premier ministre Netanyahou a déclaré que si l'Iran devait, je cite, reprendre son programme de développement de missiles, cela justifierait une attaque israélienne contre l'Iran. Le fait est, bien sûr, que l'Iran n'a jamais interrompu son programme de développement de missiles. C'est donc un prétexte transparent pour une attaque que les Israéliens préparent clairement. Je dirais que, d'après ce que je sais des Iraniens, ils sont bien préparés à riposter à une telle attaque. Je ne pense pas que ce sera une attaque peu coûteuse pour les Israéliens, mais ils semblent très ingénieux pour faire des choses inattendues. Donc je pense que nous devons simplement tous rester vigilants. Oui, bien, nous constatons effectivement une certaine instabilité intérieure en Iran, ce qui, bien sûr, pourrait être exploité par des puissances rivales dans le monde. J'ai vu que Trump avait tweeté « Si l'Iran tire et tue violemment des manifestants pacifiques, comme c'est leur habitude, les États-Unis d'Amérique viendront à leur secours. Nous sommes armés, chargés et prêts à agir. » Ce qui est un message très étrange à envoyer. D'abord, j'ai été un peu surpris qu'il insiste sur la protection des droits de l'homme, car il semblait s'éloigner de ce type de légitimité au Venezuela. Mais ensuite, bien sûr, il revient à armer et charger. Donc, on sait que c'est bien lui. Mais au-delà de la manière dont cela pourrait être exploité, comment voyez-vous la situation politique et économique actuelle en Iran ? Car il y a souvent de véritables inquiétudes, non, des dissensions ou du mécontentement au sein de la population. Et ces sentiments sont souvent récupérés par des acteurs géopolitiques. Alors, comment percevez-vous ce qui se passe actuellement en Iran sur le terrain? Eh bien, tout d'abord, merci d'avoir corrigé la grammaire du président Trump. Il n'a pas utilisé le mot « shoot » correctement dans ce tweet, si je me souviens bien. Cela aurait dû être « shot », n'est-ce pas? « Shot », oui. Très bien. Ton anglais est évidemment meilleur que le sien. Bref, oui, je pense qu'il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les Iraniens ordinaires sont profondément inquiets des conditions en Iran, en particulier des conditions économiques. Apparemment, tout a commencé lorsque des commerçants ont réagi à la forte dévaluation du rial iranien, la monnaie nationale. En réponse, le gouvernement de Pezeshkian aurait changé une partie de la direction de la Banque centrale. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils peuvent faire concernant le rial dans les circonstances actuelles. Les prix du pétrole sont bas à l'échelle internationale, ce qui a de nombreuses conséquences pour un pays comme l'Iran, ainsi que pour le Venezuela, dont nous pourrions parler plus tard. Mais je pense qu'il est également vrai que toute manifestation en Iran, toute protestation sur des questions économiques, sur ce qu'on appelle aux États-Unis les problèmes de pouvoir d'achat, sera immédiatement exploitée par des acteurs extérieurs, en l'occurrence Israël et les États-Unis. Et dans une certaine mesure, il est probable que les manifestants les plus violents soient en réalité liés à des forces extérieures, profitant de la vague créée par les véritables protestataires. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une menace pour le régime, même si c'est l'intention, ou du moins la manière dont on veut le présenter. Je crois qu'il s'agit plutôt d'une demande adressée au régime pour qu'il prenne des mesures correctives en matière de politique économique. Et bien sûr, la grande ironie,
c'est que Pezeshkian s'est présenté sur un programme d'ouverture vers l'Occident, de normalisation avec l'Occident, de route per threat les Eberjnini, every step prep dribble de Sankiv. And he's been completely stymied at every step. I think, on the other hand, Je pense, d'un autre côté, qu'il faut noter que ces manifestations ont éclaté juste après une rencontre entre Netanyahou et Trump à Mar-a-Lago, en Floride. C'est une coïncidence trop grande pour être écartée comme un simple hasard. Dans le cas du président Trump et du tweet que vous avez cité, il semble qu'il est convenu avec Netanyahou que si ce dernier attaquait à nouveau l'Iran, les États-Unis le soutiendraient. Il y a des signes indiquant que des avions gros porteurs transportent des armes à travers l'Europe vers Israël en préparation d'une telle attaque. Donc je pense que ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Les troubles en Iran sont utilisés comme prétexte pour préparer une offensive. Je veux dire, si l'on considère la possibilité d'une erreur de calcul, il n'y a pas de région pire au monde, ni de pays plus risqué à attaquer que l'Iran, car la région est d'une complexité extrême. Comment pensez-vous qu'une telle guerre se déroulerait? Parce qu'évidemment, la dernière fois, les choses ne se sont pas passées comme Israël l'espérait, et ils ne peuvent pas se permettre une guerre longue et épuisante. Alors, à quoi ressemblerait le succès dans un tel conflit? Et qui pourrait être entraîné dedans? Les Russes, les Chinois, le Pakistan, ils ne veulent pas voir l'Iran tomber. Et comment réagiraient les pays arabes? Je veux dire, nous avons maintenant un nouveau gouvernement en Syrie, dirigé par, un ancien cadre de l'État islamique. Qu'en est-il de l'Arabie saoudite et des autres États du Golfe? Comment pensez-vous que tout cela évoluerait? Quelle serait la position de la Turquie? J'ai beaucoup de mal à me faire une idée claire de ce à quoi ressemblerait une guerre d'une telle ampleur. Une guerre qui irait bien au-delà de ce que nous avons vu la dernière fois. Eh bien, commençons par les objectifs israéliens, qui ne se limitent pas à un changement de régime, mais visent la fragmentation de l'Iran, comme ils l'ont fait en Syrie. Ils ont œuvré à favoriser l'éclatement de la Syrie, poursuivant leurs efforts à travers leurs relations avec les Druzes du sud du pays et les Kurdes du nord-est. Voilà les objectifs. Ils n'ont pas réussi lors de la soi-disant guerre de 12 jours. En réalité, comme vous l'avez indiqué, les Iraniens, après avoir utilisé une grande partie de leurs anciens stocks d'armes contre Israël, ont commencé à employer leurs armements plus avancés, qui ont réussi à percer les défenses aériennes israéliennes et ont essentiellement épuisé la capacité d'Israël à intercepter les missiles entrants, dont certains étaient hypersoniques. En conséquence, Israël a été en quelque sorte contraint d'accepter un cessez-le-feu sans avoir mené à terme l'action qu'il avait envisagée, qu'il s'agisse d'un changement de régime ou de la fragmentation de l'Iran. Pendant un certain temps, du moins, il a semblé que l'effet net de l'attaque israélienne avait été d'unifier les Iraniens, les rassemblant derrière le drapeau de la République islamique plutôt que de les diviser. Bien sûr, les manifestations soulèvent désormais une autre possibilité. Et Israël a une longue histoire de soutien à des groupes armés iraniens extérieurs et exilés qui mènent des assassinats et d'autres actes terroristes à l'intérieur de l'Iran et qui pourraient bien être prêts à recommencer. L'autre point que je mentionnerai est que, bien sûr, à la suite de l'attaque israélienne contre l'Iran en juin, les services de sécurité iraniens ont arrêté un grand nombre de personnes qui auraient reçu de l'argent du Mossad ou du renseignement militaire israélien. En conséquence, l'infrastructure de renseignement qu'Israël avait patiemment construite en Iran a été clairement affaiblie. Quelle serait alors la position des autres pays? Personne ne souhaite une guerre de ce genre.
En fait, cela donnerait probablement un nouvel élan au mouvement déjà visible des pays arabes du Conseil de coopération du Golfe dans le Golfe Persique vers une forme de coalition avec l'Iran contre Israël. Je veux dire, nous avons eu un niveau de franchise de la part de certains acteurs du Golfe arabe qui est sans précédent, avec le ministre omanais des Affaires étrangères déclarant que la source d'instabilité dans la région n'est pas Israël, mais l'Iran. Enfin, je veux dire, pas l'Iran, c'est l'Israël. Et c'est quelque chose que les gens ont toujours soigneusement évité de dire afin de ne pas offenser les États-Unis. Et dans le cas d'Oman, de conserver sa position de médiateur et d'intermédiaire neutre entre diverses parties. Je noterai que le Premier ministre Netanyahou a rendu visite à Oman. C'est donc une déclaration très inhabituelle et c'est le signe d'un réalignement stratégique contre Israël dans la région. Les Turcs, vous savez, ont leurs propres différends avec l'Iran, mais ils semblent avoir arrangé les choses dans une large mesure. Je ne sais pas si la Turquie participe actuellement de manière active au réarmement de l'Iran, mais je le crois, sans en être certain. Les Russes, assurément, et les Chinois sont intervenus pour aider l'Iran à reconstituer sa défense aérienne. Et je pense que l'Égypte et l'Iran, qui étaient en désaccord, ont également réussi à se réconcilier dans une large mesure. Ce qui manque ici, et qui aurait pu exister auparavant, c'est une action non pas des marionnettes ou des agents de l'Iran, le Hezbollah, le Hamas et ainsi de suite, car ils sont assez indépendants, mais ils restent favorables à l'Iran et ont reçu son soutien. C'est leur capacité à attaquer Israël de près. Israel from close in. I think they're not in the case of Hezbollah. Je pense que ce n'est pas le cas, du moins pour le Hezbollah. Ils se sont partiellement reconstitués, mais pas complètement. En ce qui concerne le Hamas, ils sont clairement sur la défensive, essayant de donner un semblant de réalité à ce faux cessez-le-feu de Trump à Gaza, ce qui en réalité n'a aucune consistance. Du point de vue d'Israël, il ne subit donc pas de pression immédiate. Il a apparemment neutralisé ou enrôlé les États-Unis pour soutenir une attaque contre l'Iran, et il observe l'Iran traverser des divisions internes, ce qui doit susciter l'intérêt de ses services de renseignement quant aux possibilités d'intervention. Je pense donc que la situation est assez complexe, mais je crains que nous assistions malheureusement à la préparation d'une nouvelle attaque israélienne contre l'Iran. Quant au Pakistan, le Pakistan et l'Iran ont commencé à améliorer un peu leurs relations. Il y a donc ici un fort potentiel pour le développement d'une coalition contre Israël. Il semble que l'objectif final ne soit pas clair, à part simplement détruire l'Iran. C'est vraiment la grande question de notre époque. Qu'est-ce qui crée réellement la sécurité? Ici en Europe, il y a cette obsession pour la dissuasion et la supériorité militaire, comme si c'était la seule manière d'être en sécurité. En réalité, cela renvoie au concept hégémonique de la sécurité. Nous serons tellement dominants que personne ne pourra nous menacer. Mais lorsque l'équilibre des forces rend cela impossible, il faut redéfinir ce que signifie la sécurité. Autrement dit, au lieu d'être si puissants que les autres ne peuvent pas nous défier, il s'agit plutôt de gérer la rivalité ou la compétition sécuritaire. Et cela, on ne le voit pratiquement nulle part dans le monde parmi les grandes puissances. Et je pense que cela s'applique aussi au Moyen-Orient. Il semble qu'il existe certaines pistes pour parvenir à un accord avec l'Iran. Mais y a-t-il une voie diplomatique que quelqu'un poursuit réellement? Parce que les exigences iraniennes ne sont pas si déraisonnables. Je veux dire, oui, certains diront qu'ils sont trop obsédés par la Palestine. Mais, pour être juste, la situation y est assez horrible. Sinon, leur lien avec le Hezbollah, le Hamas, les Houthis au Yémen, dans l'ensemble, constituent des partenariats de sécurité raisonnables, compte tenu de la menace que les puissances occidentales représentent pour l'Iran. Alors,
Existe-t-il des initiatives que nous devrions envisager pour améliorer ces relations, au moins entre les Arabes et l'Iran? Y a-t-il, selon vous, une raison d'être optimiste? Parce qu'il semble qu'il y ait beaucoup de mauvaises nouvelles en ce moment. Well, you're a political scientist, I'm not, but Eh bien, vous êtes politologue, moi non. that, Mais je pense que nous savons tous les deux que la dissuasion exige à la fois des garanties et des menaces. Et ces garanties sont aujourd'hui totalement absentes dans presque tous les contextes. Nous ne voyons aucune assurance donnée à la Chine concernant l'avenir de Taïwan. À la place, nous voyons une approche de dissuasion purement militaire de la part des États-Unis, quelque peu ambivalente et ambiguë pour le moment, mais dépourvue de toute composante diplomatique. Il en va de même, bien sûr, pour l'Iran. Il n'existe aucune ouverture diplomatique pour l'Iran, aucun dialogue véritable, et l'Iran a toutes les raisons d'être méfiant. And Iran has every reason to be suspicious if dialogue were offered, given its experience. Si un dialogue était proposé, compte tenu de son expérience passée, lorsqu'elle s'apprêtait à envoyer des négociateurs à Mascate pour discuter d'un rapprochement avec les États-Unis, cette rencontre avait en réalité servi de couverture à une attaque surprise contre elle. L'Iran a également été témoin de violations répétées de sa souveraineté par Israël, souvent en coordination avec les États-Unis. Israël a assassiné au fil des ans un grand nombre de responsables, de scientifiques, d'ingénieurs iraniens et d'autres encore. Il a aussi assassiné le dirigeant du Hamas, Ismail Haniyeh, lors de l'investiture de Pezeshkian, le nouveau président iranien. Un acte plus provocateur et difficile à imaginer. Ainsi, l'Iran fait face à une pression militaire et à des menaces incessantes, sans qu'aucune offre de dialogue ne lui soit faite. Et lorsque l'Iran est parvenu à un accord avec les États-Unis et d'autres pays, accord approuvé par le Conseil de sécurité et devenu de ce fait droit international, la première administration Trump a simplement répudié cet accord. Je ne vois donc aucune ouverture pour une solution diplomatique à ce conflit. En réalité, je dirais que, de manière générale, l'approche sioniste des questions de sécurité a été totalement intransigeante. Expansionniste à somme nulle, ne proposant rien aux autres, certainement rien aux Palestiniens, rien aux Syriens, rien aux Libanais, rien aux Jordaniens, rien aux Yéménites, rien à l'Iran. Nous observons donc une région qui, à travers une série d'étapes, a considérablement érodé le droit international. L'ordre fondé sur des règles que nous avons tenté de créer après la Seconde Guerre mondiale a été essentiellement détruit par une série de mesures prises par Israël, avec le soutien ou la protection des États-Unis, garantissant à Israël l'impunité face à la loi. Le résultat, c'est que la loi elle-même a été dévalorisée et a pratiquement disparu. Je ne vois donc pas comment il pourrait y avoir une véritable place pour la diplomatie dans ce contexte. Compte tenu de la mentalité sioniste et de la mentalité actuelle des États-Unis, comme en témoigne l'invasion du Venezuela, l'enlèvement de son chef de gouvernement et d'État, et l'affirmation selon laquelle les tribunaux américains auraient compétence sur des États souverains étrangers, ce qui constitue une violation totale du principe d'immunité souveraine. Ce n'est pas un moment où la diplomatie semble avoir beaucoup de raisons d'espérer. Oui, j'étais en Iran en mai, avant la guerre, et j'ai vu le bâtiment où Ismail Haniyeh avait été tué. Il ne l'avait pas encore nettoyé. Les fenêtres étaient encore noircies, tout autour. C'est assez choquant, presque symbolique du chemin que nous suivons. Parce qu'encore une fois, si vous êtes un haut négociateur du Hamas et que vous êtes assassiné pendant une inauguration en Iran par Israël, c'est une escalade à tant de niveaux différents. N'oublions pas la tentative d'assassinat des négociateurs du Hamas au Qatar.
Vous savez, il n'y a aucune volonté de faire la paix. Et il en va de même pour le Hamas lui-même. À Gaza, toute occasion ou tout espoir de droit ou de cessez-le-feu est ignoré, tandis qu'Israël continue d'assassiner les responsables de ces mouvements et de tuer des civils. Eh bien, c'est un problème plus large. Nous avons le même en Europe. Pendant des années, les Européens ont refusé d'entretenir une diplomatie avec la Russie, et les Américains aussi, avant l'arrivée de Trump, bien sûr. Et même aujourd'hui, le seul règlement politique apparemment acceptable ressemble à la présence de troupes de l'OTAN en Ukraine, alors que justement, les Russes ont fait la guerre pour chasser l'OTAN d'Ukraine, pas pour leur permettre de s'y enraciner davantage. C'est donc un thème récurrent de nos jours. Nous ne montrons aucune volonté de rechercher une sécurité dans laquelle les deux parties, ou du moins nos adversaires, se sentent en sécurité. Ou du moins, dans cette partie du monde. En Europe, on n'a même pas vraiment le droit de discuter des préoccupations de sécurité de nos adversaires, à moins de vouloir être traités de traîtres. Donc, c'est un peu... Désolé, le cas de Jack Baudet, le colonel suisse qui a été pratiquement privé de tous ses droits par la bureaucratie non élue de la Commission européenne, c'est une forme de tyrannie à laquelle tout Européen devrait s'opposer. Mais je pense que ce qui m'intéresse le plus en réalité, compte tenu de la manière dont l'intervention occidentale en Ukraine a été justifiée, à savoir l'affirmation selon laquelle l'Ukraine, comme tout pays, a le droit de déterminer ses propres alliances et orientations. Eh bien, est-ce vrai pour le Venezuela? Apparemment non. Est-ce vrai pour Cuba? Apparemment non. Est-ce vrai pour le Danemark en ce qui concerne le Groenland? Apparemment non. Ce qui me déroute vraiment, j'ai beaucoup de respect pour la première ministre Frederiksen, mais ce qui me surprend réellement, c'est pourquoi elle n'annonce pas que, s'il y a une attaque contre le Groenland, le Danemark invoquera l'article 5 de l'OTAN contre l'agresseur, et que le Groenland fait tout autant partie du Danemark que Hawaï, Guam, l'Alaska ou Porto Rico font partie des États-Unis. Alors, où est le courage des Européens, que ce soit pour affronter les réalités en Ukraine ou celle, aujourd'hui, d'une attaque menaçante contre une partie de l'Union européenne? Tu sais, oui, j'ai posé la même question plusieurs fois. Où est le courage? Mais je pense qu'ils n'invoqueraient pas l'article 5, ni ne feraient quoi que ce soit qui pourrait mettre les Américains trop mal à l'aise, parce que je crois que les Européens ont une peur bleue que les Américains quittent le continent. Honnêtement, je pense qu'ils essaieraient simplement de faire comme si rien ne s'était passé, de passer l'éponge et d'espérer que les choses continuent jusqu'à ce que la prochaine administration leur rende la situation. Je ne pense pas que ce qui se passe soit simplement un épisode. C'est quelque chose de bien plus profond. 300 ans d'efforts occidentaux pour établir des règles régissant les interactions internationales ont été balayés, et nous assistons désormais à un pur retour au principe du « la force prime le droit ». Je ne sais pas si vous avez vu le secrétaire d'État Rubio lorsqu'on lui a demandé quel était le fondement juridique de l'intervention américaine au Venezuela. Il n'a pas su répondre. Il a dit « Nous avons beaucoup d'influence. Nous pouvons faire ce que nous voulons. » Ce n'est pas un argument juridique. Les arguments fondés sur le droit ont donc disparu. D'un autre côté, la première ministre Frederiksen a déclaré que s'il y avait une attaque contre le Groenland, cela signifierait la fin de l'OTAN. Peut-être devrait-elle dire que cela signifierait que l'OTAN serait mise au défi de défendre un État membre, et nous verrons si elle est à la hauteur ou non. Nous savons que, dans le cas de l'Ukraine, l'OTAN refuse absolument de s'engager directement.
Ces soi-disant forces de stabilisation n'existent même pas pour être déployées de toute façon. Mais si elles existaient, personne ne les enverrait, parce qu'on craint, à juste titre, qu'elles soient anéanties par les Russes. Donc vous savez, l'OTAN a été vidée de sa substance à certains égards, surtout dans ses politiques envers la Russie, l'expansion vers l'Ukraine, et ainsi de suite. Même si les Britanniques, à ce que j'ai compris, poussent très activement à l'adhésion de la Moldavie à l'OTAN, comme si la puissante Moldavie allait beaucoup contribuer aux capacités de défense de l'Europe. Et vous savez, comment quelqu'un pourrait-il s'y opposer? Ou plutôt, comment quelqu'un pourrait-il soutenir cela? C'est bien là la vraie question aujourd'hui. Il y a une agressivité irrationnelle de la part des Européens qui n'est que du discours creux. Vous savez, comme le dit le proverbe bahaméen, « tout costume, pas d'homme ». Quelqu'un dans un magnifique costume mais vide à l'intérieur en réalité, du vent. On dirait presque qu'ils veulent provoquer une guerre avec la Russie en Moldavie aussi, car cela se produirait probablement à propos de la Transnistrie s'ils essayaient de faire entrer la Moldavie dans l'OTAN. C'est presque comme s'ils voulaient provoquer quelque chose de ce genre, juste pour prouver aux gens que la Russie est aussi mauvaise qu'ils le disent. C'est assez extraordinaire de voir cette réticence à faire la paix et cette escalade continue vers la guerre, alors que nous ne pouvons pas gagner cette guerre. Cela n'a pas vraiment beaucoup de sens sur le plan stratégique. Mais bien sûr, en revenant à l'Iran, on peut appliquer la même logique. Il n'y a aucune raison de penser qu'Israël aurait plus de succès cette fois, à moins qu'ils aient prévu une frappe de décapitation encore plus puissante. Même dans le cas, vous savez, d'une décapitation, je pense que l'exemple le plus récent est celui du Venezuela. Décapiter un gouvernement qui repose sur une base institutionnelle et non simplement sur l'entourage personnel de quelqu'un ne change pas le régime. Ce que nous avons vu au Venezuela, c'est que d'accord, le président a été enlevé et maintenant la vice-présidente est aux commandes. La vice-présidente a un parcours intéressant. C'est apparemment une économiste très compétente, formée en France, qui a joué un grand rôle dans la rénovation du secteur pétrolier vénézuélien, alors en très mauvais état, et dans le rétablissement d'un certain niveau de production. Apparemment, elle a aussi été approchée par des responsables du renseignement américain et a rencontré au Qatar des personnes représentant les États-Unis, les Américains, et vraisemblablement, on lui a proposé des incitations, peut-être de l'argent, peut-être autre chose, pour aider à renverser Maduro. Et peut-être qu'elle a effectivement été complice de cela. Nous n'en savons rien. Je veux dire, elle agit maintenant au nom de l'État et du gouvernement vénézuélien, et non par cupidité ou ambition personnelle, semble-t-il. Donc vous savez, si vous éliminez le sommet du gouvernement, le Hezbollah en est un parfait exemple. Israël a appliqué cette théorie au Hezbollah, selon laquelle si vous éliminez la direction, le mouvement disparaîtra. Eh bien non, car cela repose sur une base solide, émotionnelle, politique et liée aux enjeux. Et il en va de même pour l'Iran. Il est possible que les personnalités aient leur importance, mais il serait difficile de trouver quelqu'un de plus conciliant, de plus modéré que Pezeshkian dans ce contexte. Alors pourquoi tenter de l'assassiner? Pensez-vous que cela produira un gouvernement plus modéré, qui regardera Israël et les États-Unis avec plus de bienveillance? J'en doute. Je pense donc que c'est une erreur de raisonnement. Nous avons maintenant, bien sûr, l'application de cette logique dans l'attaque ukrainienne contre Novgorod, au palais présidentiel là-bas, ce que, bien entendu, l'Occident nie avoir jamais eu lieu. Apparemment, les drones visaient une installation proche du palais, mais pas le palais lui-même.
Et les Russes, bien sûr, ont capturé les systèmes de guidage et semblent pouvoir prouver que la cible était en réalité le palais. Que les Ukrainiens, qui ont un passé d'attentats contre des responsables et des militaires russes, aient cru ou non que Vladimir Poutine s'y trouvait est une question intéressante. Mais il est très clair que cette attaque n'aurait pas pu être menée, quelle qu'en soit la cible, sans qu'un Américain ne programme les drones. Nous assistons donc à une réévaluation de la politique ukrainienne à Moscou, ainsi qu'à une réévaluation, je pense, des relations avec les États-Unis et l'Europe de manière plus générale. Et je ne crois pas que cette réévaluation aboutira à une approche russe plus modérée ou conciliante concernant les affaires à ses frontières. Donc vous savez, je dirais finalement que l'autre ironie ici, c'est bien sûr que, selon la logique de l'affaire américaine contre le Venezuela, qui était presque entièrement fictive, le soi-disant cartel de Los Sols, le cartel des soleils, qui était censé être cette puissante organisation de trafic de drogue, a apparemment été reconnu comme n'existant pas. Cela n'apparaît pas dans les audiences du tribunal à New York. Donc, en supposant que tout cela soit exact, que en fait, le Venezuela, le Nicaragua ou Cuba représentent une menace pour les États-Unis, alors, selon la logique de ce que nous avons fait au Venezuela, un pays comme le Mexique le serait aussi, puisqu'il a été plongé dans une situation d'anarchie par les importations d'armes américaines qui alimentent les cartels et créent une situation intenable pour la sécurité des citoyens mexicains, en particulier dans le nord du pays. Particularly in the north of Mexico. Mexico would be perfectly justified bombing. Le Mexique serait parfaitement justifié de bombarder les usines et dépôts d'armes aux États-Unis, peut-être même d'enlever le président Trump et de le juger pour possession de mitrailleuses, ce qui est l'une des accusations portées contre Maduro. J'imagine que si vous possédez une mitrailleuse et que quelqu'un envahit votre pays et que vous l'utilisez contre lui, c'est un crime pour lequel vous pouvez être inculpé dans le district sud de New York. Quoi qu'il en soit, tout cela relève du pays des merveilles. Et c'est la fin de toute prétention à respecter la Charte des Nations Unies, le droit international et ainsi de suite. C'est aussi la fin de tout respect de l'ordre constitutionnel aux États-Unis. Voici la présidente de la Chambre qui déclare « Eh bien, nous avons été informés après coup de cette opération au Venezuela. » Très bien. Le président n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit avec nous. Eh bien, l'autorité constitutionnelle du Congrès a disparu. Alors, pourquoi avons-nous encore un Congrès? Peut-être devrions-nous simplement nous en débarrasser et admettre que nous vivons dans une dictature où tout relève de l'autorité de l'exécutif. Nous avons un roi, comme avant le XVIIIe siècle, quelqu'un qui peut faire tout ce qu'il veut. Et tant qu'à faire, nous pourrions aussi supprimer la Cour suprême, puisqu'elle ne semble plus constituer un obstacle à la dictature. Et sur le plan international, pourquoi avons-nous l'ONU? Quel est le but du Conseil de sécurité de l'ONU? Nous avons eu une audition l'autre jour. De nombreuses déclarations éloquentes y ont été faites. J'ai trouvé l'intervention de Jeffrey Sachs brillante. J'espère qu'il y aura suffisamment de troubles dans l'esprit des gens au sein des gouvernements européens. Je dis cela parce que vous êtes Européens, parce que vous êtes en Europe, afin que les gouvernements, plutôt que les ONG, commencent à défendre le droit international et la Charte des Nations Unies et exigent que si l'ONU est inutile, une organisation alternative soit créée, qui ne le soit pas. En d'autres termes, nous en sommes à un point où il faut soit agir, soit se taire sur le droit international et personne n'agit. Vous et moi peut-être, mais vous et moi, vous êtes professeurs et je suis diplomate à la retraite. Je ne suis pas Merz, je ne suis pas Fredrickson, je ne suis pas Macron, je ne suis pas Meloni, qui semble d'ailleurs avoir les pieds le plus solidement ancrés dans la réalité. Et je remarque que l'Espagne s'est jointe à une déclaration du Brésil, de l'Uruguay
du Chili et d'autres pays demandant des mesures concrètes. Il y a donc un pays européen qui a accepté de faire un pas en avant. Est-ce le seul? Step forward. Is that the only one? Possibly so, yeah. Well, there's something Possiblement, surreal about oui. Eh bien, il y a quelque chose de surréaliste dans l'effondrement du droit international. Et, comme tu l'as dit, du droit national aussi. Quand on voit le président Maduro devant un tribunal à New York, le président d'un pays qui a été enlevé après que ses gardes du corps ont tous été tués, et qu'il est maintenant jugé, ça semble absurde. Je veux dire, la seule raison pour laquelle il est là, c'est qu'en violation du droit international, on tente désespérément de donner à tout cela une apparence de légalité. Et encore une fois, j'ai vu que des notes avaient été remises aux journalistes de la BBC, leur demandant, pour des raisons de cohérence dans les reportages, de ne pas parler d'enlèvement, mais simplement de dire qu'il a été capturé, comme s'il s'agissait d'un criminel fuyant la justice. C'est la manipulation du langage, la fausse légalité. C'est La BBC peut qualifier tout ce que font les Russes en Ukraine de brutal, mais elle ne peut pas employer ce mot quand il s'agit des Israéliens. Donc nous vivons dans un monde où les contre-vérités, les euphémismes et les mensonges dominent. Et si vous dites la vérité, vous dépassez les limites. Je pense que vous avez peut-être une certaine expérience personnelle de cela en Norvège. Oui, non. Il n'est plus très populaire ici de contester. C'est... Yeah, no, it's not popular here to dissent anymore. It's very, that's one of the things. Eh bien, c'est l'une des choses. Si l'on ne peut pas exprimer de désaccord, que reste-t-il de l'état de droit? Rien. Mais encore une fois, je pense que notre langage est déformé. Parce qu'ils disent que si l'on critique les politiques des États-Unis, alors on est anti-américain. C'est pourtant une hypothèse très étrange, car ce qui est bon pour la sécurité américaine est justement sujet à débat. Par exemple, critiquer l'attaque contre le Venezuela ne rend pas quelqu'un anti-américain, si l'on pense que cela nuit en réalité aux États-Unis. Mais le problème, c'est qu'ils essayent de monopoliser les concepts. Et c'est quelque chose de très important en Europe. Ils ont inventé ce concept que tout le monde aime, enfin, qui ne voudrait pas soutenir l'Ukraine, être pro-occidental ou aimer la démocratie. Mais ce sont des concepts creux, car ils partent d'une idée qui rassemble tout le monde, puis la remplissent d'un contenu complètement contradictoire. Et si vous suggérez, par exemple, que nous devrions peut-être privilégier la diplomatie avec la Russie, plutôt que de nous battre jusqu'au dernier Ukrainien en envoyant des armes, alors soudainement, vous ne soutenez plus l'Ukraine. Donc, même si vous savez que le pays est en train de perdre du territoire, des hommes, des infrastructures, rien de tout cela ne semble avoir d'importance. Je veux dire, je ne pourrais pas être plus d'accord avec toi. Nous assistons à un remplacement systématique des faits par des faits alternatifs. L'Ukraine est en train de gagner la guerre. Ce n'est simplement pas immédiatement évident pour toi et moi. Mais si nous ne le voyons pas, alors évidemment, c'est qu'il y a chez nous un certain défaut mental qui s'exprime. Si nous nous inquiétons que l'Ukraine puisse bien perdre Odessa et son accès à la mer Noire, et devenir un État réduit, dominé par des ultranationalistes ukrainiens qui ne peuvent pas prétendre entrer dans l'UMEIR, malgré tout ce qu'on en dit, alors c'est nous qui avons un problème, pas la situation. C'est la même chose pour le Venezuela. Il y avait une dictature brutale. Venezuela, there was a brutal dictatorship okay, maybe there was a dictatorship. D'accord, il y a peut-être eu une dictature. À quel point elle a été brutale, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que les sanctions imposées au Venezuela pendant 25 ans ont été brutales. Elles ont eu l'effet recherché. Elles ont rendu la vie misérable pour 8 millions de Vénézuéliens, assez misérable pour fuir le pays. Vous savez, nous parlions de la Moldavie et des élections, mais qu'en est-il des élections ici, là-bas et ailleurs? Je veux dire, qu'en est-il de la Roumanie, de la Géorgie
et ainsi de suite. Il n'y a aucune cohérence. Les doubles standards s'appliquent partout et aucun véritable jugement n'est exercé nulle part. Et je ne pourrais pas être plus d'accord avec vous. L'invasion du Venezuela et la tentative de le contrôler à distance par l'intermédiaire d'un collaborateur ont très peu de chances de fonctionner. Et même si cela fonctionnait, cela ne nous apporterait rien de bon. D'ailleurs, puisque vous vivez dans un État pétrolier, la Norvège, l'un des pays les mieux dotés en pétrole au monde, vous savez bien que tout ce discours sur l'importance stratégique du Venezuela, selon lequel, si l'on veut attaquer l'Iran, il faut disposer du pétrole vénézuélien pour se protéger contre la fermeture du détroit d'Ormuz, est absurde. Ce genre de raisonnement pseudo-stratégique ne tient tout simplement pas la route. Il faudrait des années pour que la production pétrolière du Venezuela augmente, si tant est qu'elle y parvienne un jour. Et en ce moment, le prix du pétrole est bas, et le brut vénézuélien est très lourd et coûteux à raffiner, donc il n'y a pas de réelle demande pour celui-ci. Je ne vois pas ExxonMobil ou d'autres se précipiter pour retourner au Venezuela. Chevron y est, bien sûr. Ils ne voulaient pas de cette guerre. Ils produisaient parfaitement bien du pétrole vénézuélien et le vendaient à la Chine. Maintenant, bien sûr, cela prive soi-disant la Chine d'une source de pétrole, et cela soulève des questions sur la capacité du Venezuela à rembourser les prêts que les Chinois leur ont accordés. Mais je pense que les mêmes questions se posent concernant la capacité de l'Argentine à rembourser les prêts que l'administration Trump a consentis à l'Argentine. Ce n'est pas un intérêt national convaincant dans un cas comme dans l'autre. Je pense qu'on raconte beaucoup de bêtises. Et nous avons établi un précédent qui sera très probablement utilisé contre nous. Vous savez, je suppose que si Fredriksen doit maintenant craindre d'être enlevé et forcé de signer l'annexion du Groenland, ou qu'un mouvement d'indépendance du Groenland soit inventé, et une fois qu'il réussit, renversé par des gens qui exigent la transformation du Groenland en État américain, un peu sur le modèle du renversement de la monarchie hawaïenne à la fin du 19e siècle. Quoi qu'il en soit, c'est une situation complètement folle. Je pense que si le langage a été autant déformé, du moins en Europe, c'est parce que quiconque étudie la politique de l'UE Power comprend très vite que les élites européennes sont obsédées par les actes de langage et le constructivisme. L'idée de base, c'est que le langage n'est pas seulement un outil pour décrire la réalité objective. Le langage crée de nouvelles réalités sociales. C'est tout le principe. Nous devrions tous nous appeler Européens, car ainsi, nous ne serions plus Allemands ou Français avec tout ce bagage historique, et nous créerions une identité commune, une forme d'ingénierie sociale. Mais le problème, c'est qu'il y a peut-être du vrai là-dedans. Et pourtant, si l'on formule la moindre critique de l'expansionnisme de l'OTAN, on est accusé de saper l'alliance. Et si l'on dit, eh bien, l'Ukraine ne peut évidemment pas gagner, alors on sape l'effort de guerre. Si vous soulignez les pertes massives qu'ils subissent et à quel point c'est une erreur terrible, à la fois sur le plan humanitaire et stratégique, eh bien, vous sapez l'effort de guerre. Si vous dites que les sanctions, évidemment, la Russie peut les contourner, alors vous sapez le soutien public aux sanctions. Et cela continue ainsi. Si vous évoquez même les préoccupations de sécurité de, disons, la Russie, la Chine, l'Iran, le Venezuela, peu importe contre qui nous nous opposons, alors vous êtes en train de les légitimer. Et il ne faut pas les légitimer. Donc on ne peut même pas avoir de diplomatie, car si vous les rencontrez, vous donnez de la légitimité à ce dirigeant.
Et cela, nous ne pouvons pas le faire. Ainsi, même la diplomatie devient un moyen de donner de la légitimité à l'autre camp. Nous ne pouvons pas discuter des questions de sécurité. Nous ne pouvons pas avoir de diplomatie, car tout cela pourrait conférer une certaine autorité ou légitimité à l'adversaire. En somme, c'est un peu le piège dans lequel nous nous sommes enfermés. C'est un résumé magistral de notre situation, et je me disais, pendant que vous le disiez, en passant en revue ces différents éléments, que c'est en réalité la mort du positivisme. Nous avons fait un grand effort dans les langues européennes en général, Moscou en étant le principal défenseur, pour éliminer les valeurs et produire un vocabulaire neutre. Et maintenant, nous faisons marche arrière d'une autre manière. Je me souviens d'avoir eu une discussion intéressante lors de la visite de Nixon en Chine en 1972 avec le vice-ministre des Affaires étrangères. Nous étions assis ensemble dans un avion entre Pékin et Hangzhou. Et je lui ai dit, tu sais, ce qui m'a frappé alors que je jouais le rôle d'interprète, c'est que l'anglais possède des termes neutres, qui ne portent aucun jugement, alors qu'en chinois, ce n'est pas le cas. J'ai pris l'exemple du mot défection. Quelqu'un fait défection pour passer de l'autre côté. Eh bien, en chinois, il faut préciser si c'est du bon côté ou du mauvais côté. On fait défection vers le bon camp ou vers l'ennemi. Et j'ai l'impression que nous revenons peu à peu à cette incapacité de raisonner objectivement sur les affaires internationales, auquel cas, que Dieu ait pitié de nous. Oui. Eh bien, je pense que nous allons au-delà de cela aussi. C'est tout ce que je voulais dire. Nous avons des gouvernements. Ils ont des régimes. On a l'impression que nous créons deux ensembles de politiques ou de langage pour faire en sorte qu'il soit impossible de comparer nos politiques d'une manière ou d'une autre. Alors, juste une dernière question avant de conclure. Quels sont les indicateurs que vous observez? Parce que je sais que certaines personnes disent que les efforts visant le Liban, Gaza et le Yémen seraient un bon indicateur qu'ils sont démantelés avant de s'en prendre à l'Iran. Mais que regardez-vous exactement en termes de... What do you look at in terms of? Je ne pense pas être d'accord avec ça. Ils ont été démantelés, pour ainsi dire. Ce que j'examinerai, ce sont précisément les indicateurs que nous observons. D'abord, les déclarations visant à justifier une attaque, du type « Oh mon Dieu, ils reconstituent leur système de missiles » ou peut-être que nous n'avons pas complètement détruit leur programme nucléaire et qu'ils le relancent d'une manière ou d'une autre. C'est un peu gênant, car bien sûr, Trump affirme qu'il a été totalement détruit. Donc Netanyahou doit avancer sur une ligne étroite à ce sujet. J'examinerai aussi, comme je l'ai dit, les C-5A, d'immenses avions de transport acheminant des armes à travers l'Europe, via Francfort, Ramstein, jusqu'en Israël. Cela se produit. Je pense que les pièces sont en train de se mettre en place. Je m'attendrais à voir d'autres mouvements de navires américains maintenant que le Venezuela est censé être sous contrôle, des porte-avions se déplaçant vers la Méditerranée ou la mer d'Arabie. Et je pense que nous voyons tous ces signes, peut-être des mouvements d'avions vers Diego Garcia. Je ne sais pas si ça se produit ou non, mais oui, je pense que nous voyons les signes, les indicateurs, et c'est très inquiétant. Et je ne pense pas, comme je l'ai dit, que ça se passera bien pour Israël, car je pense que l'Iran a la capacité de pénétrer et de détruire les systèmes de défense aérienne israéliens en assez peu de temps. Et l'Iran est resté assez discret sur ce qu'il ferait en réponse. Il a simplement été dit que sa riposte serait bien plus meurtrière et étendue que lors des précédentes occasions. Et en effet, pendant la guerre de juin, la soi-disant guerre des 12 jours,
Les Iraniens ont visé uniquement des installations militaires et de renseignement en Israël. Ils n'ont pas imité les belligérants de la Seconde Guerre mondiale en s'en prenant aux civils pour saper le moral national, comme lors des guerres aériennes du Blitz contre les Britanniques, ou des bombardements massifs de l'Allemagne et de l'Autriche par les forces aériennes alliées. Donc je pense que s'il y a un nouveau round, de nombreuses installations civiles israéliennes seront touchées, et nous verrons combien de courage les Israéliens auront sous le feu. Ils ont été très privilégiés. Israelis have under fire. They've been very privileged. They've had occasional acts of terrorism. Ils ont connu quelques actes de terrorisme en réaction à leurs atrocités contre les Palestiniens, mais ils n'ont, pour l'essentiel, pas été soumis à des bombardements. C'est l'une des raisons pour lesquelles le 7 octobre a été si traumatisant pour eux. C'était la première fois qu'ils payaient réellement un prix pour ce qu'ils faisaient. Enfin, pour ce qu'ils faisaient aux autres, pas pour ce que les autres leur faisaient. Je pense que les Iraniens vont élargir considérablement la liste des cibles, et tout indique qu'ils disposent d'une importante force de missiles dans des installations protégées. Certains parlent d'un tir massif de milliers de missiles en même temps. Je ne sais pas si c'est réaliste ou non, mais cela ne semble pas dissuader les Israéliens, toujours pleins de l'hubris qui a fait leur réputation. Eh bien, on évalue généralement les menaces à la fois selon les capacités et les intentions. Je suppose que lorsque Israël et les États-Unis accumulent une puissance de frappe massive, et qu'en même temps les intentions sont, disons, exprimées de manière indirecte à travers la menace de missiles balistiques, il est très difficile de mal interpréter Trump lorsqu'il dit que nous viendrons en aide au peuple iranien contre le gouvernement, que nous sommes prêts et armés pour agir. Je pense que c'est un assez bon indicateur. Alors merci beaucoup d'avoir pris le temps, comme toujours. Eh bien, merci Glenn pour ce que tu fais. Continue comme ça, c'est rafraîchissant, même si c'est déprimant, oui, de regarder le monde en face. Square on.